Messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Un reporter tué au siège de l'UFDG. Les journalistes sont en colère. Ils réclament justice. Vous aurez la marche organisée à cet effet dans ce journal. Et puis la technologie numérique au cœur de l'enseignement supérieur en Guinée. L'USFAD compte désormais promouvoir la production et la diffusion des cours interactifs. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret portant nomination des hauts cadres au ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Chef de cabinet. Madame Keita Sona Kamara, précédemment conseillère en charge des questions du commerce intérieur au cabinet de la primature. Conseiller juridique, Monsieur Chérif Diallo, juriste en service au ministère de la Justice. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 5 février 2016, signé professeur Alpha Condé. Deux audiences au palais Sékou Touréa. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu successivement l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Guinée-Bissau et le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Pour l'émissaire de Ban Ki-moon, il a été question de la situation sociopolitique de la Guinée-Bissau. Le compte-rendu avec Sanassi Keita. Le président de la République rencontre l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU ce lundi à Conakry. Au menu des entretiens, la situation sociopolitique de la Guinée-Bissau. Une rencontre fructueuse, à en croire l'émissaire de Ban Ki-moon. Le président m'a assuré de son engagement, à continuer à appuyer les efforts de la région et de la communauté internationale pour que la stabilité s'installe à Guinée-Bissau et que cette situation puisse permettre le développement des mécanismes qui vont conduire à la relance de l'économie et au progrès social du peuple guinée-bissau. Dans la mi-journée, le chef de l'État a également reçu le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. L'occasion pour le Japonais Tadateru Konoe de renouveler le soutien de son institution à la Guinée dans le programme de réforme du système de santé fortement affaibli par la maladie à virus Ebola. Premièrement, il s'agissait de parler de la consistance que la Croix-Rouge guinéenne a bénéficié pour donner son appui pendant la crise Ebola qui a secoué la Guinée. Également, on a parlé de la manière dont notre organisation pourra continuer à appuyer le pays pour gérer la crise post-Ebola. J'ai été très content d'entendre de la part du président les remerciements qu'il a adressés à la Croix-Rouge à cause des prestations que les volontaires et la société nationale ont pu accomplir lors de la crise Ebola. Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge a enfin laissé entendre qu'il appuiera fortement la Croix-Rouge guinéenne afin qu'elle soit toujours en première ligne pour répondre aux aspirations du peuple de Guinée en matière d'urgence sanitaire. Je vous le disais dans les titres, en Guinée, un journaliste a tué dans l'exercice de ses fonctions. Le meurtre a suscité l'indignation. Les hommes des médias réclament justice. Ils ont effectué une marche de dénonciation pour que plus jamais ça dans notre pays. Alia Kamara. Un mort de plus, un mort de trop, nous réclamons justice. Voilà le cri de cœur de la presse guinéenne devant l'horreur. Des journalistes indignés par l'assassinat d'un confrère dans l'exercice de son métier. On veut que justice soit rendue, c'est aussi simple que ça. Justice doit être rendue. Et là, il faisait juste son travail, comme vous d'ailleurs. Vous le faites maintenant. Imaginez comme on dit chez nous, Astafourlaï, mais imaginez qu'on vous descende maintenant là, que vous êtes en train de m'interviewer. Est-ce que ça c'est juste? Donc c'est vraiment injuste, c'est le comble de l'injustice. Cette mobilisation de la presse nationale est l'expression du ras-le-bol des médias guinéens face aux menaces qui pèsent sur la corporation. Une telle
cruautés constituant atteinte à la dignité des journalistes, voire de l'homme, nous rappellent les menaces, les atrocités, les barbaries dont les médias encourent dans l'exercice de leur noble métier, constitué comme l'un des biens les plus précieux d'une démocratie. La marche est partie du pont 8 novembre, destination le ministère de la Justice. Les journalistes veulent des réponses à leurs questions. Qui a tué Mohamed Koula Diallo? Pourquoi? Quels sont les commanditaires? Et surtout, que va faire la justice? L'assassinat du journaliste de Guinée 7 remet sur la table une autre problématique, celle de l'origine des tirs d'armes de guerre lors des manifestations politiques et sociales. Les militants ont beaucoup plus accusé les forces de sécurité d'être les auteurs des tirs. Mais cette fois-ci, dans un siège d'un parti politique, il n'y avait pas de force de l'ordre, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas de policiers. On tue un journaliste. Alors on se pose la question, est-ce que c'est les forces de sécurité qui tiraient sur les militants ou c'est les militants eux-mêmes qui étaient armés et qui faisaient des victimes pour qu'on accuse le pouvoir en place? C'est une question qui mérite d'être posée. Au lendemain de cette tragédie, l'État a immédiatement pris des dispositions. La machine judiciaire s'est mise en route. Tout sera fait pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Déjà vendredi soir à 22h, je suis resté jusqu'à 23h ici au bureau. À 22h, on avait déjà le rapport de gendarmerie, le premier rapport. Les auditions ont commencé. Vendredi déjà, M. Baouri a été entendu longuement. Le président du parti, M. Dalen, a été entendu hier dimanche. Donc ça veut dire que hier, le juge d'instruction était à son bureau et le procureur. Le président du parti a été entendu pendant plusieurs heures et ça va continuer. Au visage de toutes ces auditions, on trouvera la personne factuelle qui a commis cet acte ignoble et on saura quels sont les commanditaires. Les journalistes prennent acte de cette promesse et s'en retournent avec la conviction que le ministère de la Justice diligentera ce dossier. En attendant les résultats d'enquête, les patrons des médias décident d'observer mardi une journée sans presse. Demain, une journée sans presse sera observée. La RTG, comme les autres médiums, vont observer cette journée pour dénoncer l'assassinat de El Hadj Mohamed Koula Diallo du site Guinée 7. Autre sujet de cette édition, le ministre du Commerce a rencontré les acteurs du secteur pétrolier du pays. Objectif, trouver des voies et moyens dans le cadre de l'approvisionnement de la population en produits pétroliers, mais aussi le prix du carburant à la pompe ont été abordés. Sont là, je voulais dire, deux sujets abordés. Mamadi Koma. Cette rencontre du ministre du Commerce et les acteurs du secteur pétrolier avait pour but l'approvisionnement en carburant des différentes stations-service de la place et la spéculation du prix du carburant par certains citoyens. Face à cette situation préoccupante, Marc Yombuno précise. Nous avons convoqué la rencontre suite au constat ressorti du terrain. Nous avons constaté des pénuries dans certains endroits du pays et aussi la fluctuation des prix où la spéculation avait commencé à prendre de l'ampleur. Et donc il y avait lieu d'appeler tous les marketeurs, les acteurs du secteur, leur demander s'il y a problème et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ramener vraiment l'assurance au niveau du secteur et dire en sorte qu'il y a des produits et rassurer toute la population et prendre des mesures idoines pour que les produits soient livrés dans tout le territoire national, dans les stations, pour que ça soit vendu au même prix. À l'issue de cette rencontre, les acteurs du secteur pétrolier s'engagent à fournir régulièrement du carburant aux populations. Nous avons confirmé, Monsieur le Ministre, qu'au niveau de la SGP qui est en charge des importations des carburants, que l'ensemble des dépôts de la SGP à Conakry, les terminaux d'importation et aussi au niveau de l'intérieur du pays, à Cancan et à Zécoré, tous les dépôts sont approvisionnés et le carburant est disponible pour l'ensemble des distributeurs marketeurs de la Guinée.
En attendant d'être fixé sur les négociations autour du prix du carburant entre les centrales syndicales et le gouvernement reste le même à la pompe. Clôture à Kindia d'un atelier d'information et de formation en suivi évaluation au profit des forces de défense guinéennes. Il a été co-organisé par le comité technique sectoriel de défense et le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité de l'Union européenne. Une occasion pour relancer les activités de la réforme après l'épidémie à virus Ebola. Compte rendu adjudant Sekou Kamano. 5 ans après son lancement, la réforme du secteur de sécurité amorce une nouvelle étape, celle du suivi et évaluation de la stratégie nationale d'action prioritaire. Une quarantaine d'officiers et de sous-officiers des forces de défense échangent sur le sujet. L'objectif est d'outiller les participants de compétences leur permettant de mesurer le niveau d'exécution des activités de la réforme. C'est très spécifique aux compétences que les cadres doivent acquérir pour pouvoir faire du suivi, pour pouvoir finalement évaluer l'impact de l'action de la réforme et pouvoir ensuite présenter cet impact auprès de la population et des autorités politiques. Le comité technique sectoriel a jugé utile de revoir la stratégie, de redéterminer les critères indiqués dans le cadre logique, redéterminer les acteurs, redéterminer les résultats attendus et les adapter aux structures du ministère de la Défense. Pourvu que tous les acteurs de la chaîne administrative et de la chaîne opérationnelle puissent comprendre de quoi il s'agit et quel est leur rôle dans la mise en œuvre de cette stratégie. Venus de tous les corps de l'armée, ces officiers ont durant 5 jours appris les techniques de collecte, d'analyse et de traitement de données en vue d'améliorer la gouvernance de ce secteur. Une approche participative qui rime avec la vision de la réforme. Autant la RSS doit s'inscrire dans la durée, autant elle doit s'inspirer de l'actualité nationale, régionale et internationale et permettre d'adapter les objectifs aux impératifs. Ce conclave se tient 2 mois après la dernière session de la commission d'orientation stratégique. Il annonce la relance des activités de la réforme, paralysée par la crise d'Ebola. La cérémonie a été sanctionnée par la remise d'attestations aux participants. L'Institut supérieur de formation à distance, une école d'enseignement supérieur numérique, vient de lancer une session de formation à l'intention des futurs animateurs du 10 programmes dans notre pays, au centre de la thématique, la production et la diffusion des cours interactifs. Le récit avec Habib Thiam. À Kaporo-Ray, l'Institut supérieur de formation à distance passe presque inaperçu. C'est pourtant la face cachée d'un enseignement de qualité. Son expérience basée sur la technologie numérique se traduit par la hauteur des équipements. Vous voyez le livre là par exemple, il mesure 10 cm. Donc il est très difficile par exemple de donner ce livre là à chaque étudiant, à ce format là. Mais quand on numérise ce livre là, on peut donner tous les étudiants, voire même les étudiants des autres pays, le document là en ce format numérique. Comme cet appareil, la plupart du dispositif de l'ISFAD est domicilié à l'université Gamal Abdel Nasser. C'est là qu'apprennent progressivement les futurs produits et spécialistes de l'enseignement numérique. Actuellement, l'étudiant n'a que de repères que son enseignant, celui qui est devant lui. Mais avec les cours interactifs, l'étudiant aura la possibilité d'avoir des cours en dehors même des cours produits par son enseignant. Le souci, c'est de faire en sorte que la qualité soit partout dans le système. Que l'on soit à Zérékoré, à Labé, à Kankan, à Kindia, à Conakry ou ailleurs, que la qualité de l'enseignement soit requise et soit mise en place partout. Et ça ne passe que par la mutualisation des formations et faire en sorte que la distance ne soit plus un handicap. Une opportunité offerte aux représentants de l'ISFAD dans les différentes régions administratives du pays. Ils auront pour mission d'assurer la pérennité de ce programme dans le pays. Mais l'obligation de formation prime encore.
Santé, construction d'une polyclinique moderne à Keitaya. Le projet est initié par la Fondation Santé et Développement Durable pour soulager les populations de cette localité. L'ONG sollicite l'appui des autorités pour régler certaines difficultés rencontrées. Rose Pocho est allée à leur rencontre. Suivez son compte-rendu. À Keitaya, une polyclinique moderne est sur le point de voir le jour. C'est une action de la Fondation Santé et Développement Durable, FOSAD. L'objectif est de doter cette zone enclavée d'un hôpital de qualité pour l'amélioration des soins de santé des populations. Keitaya est une zone très enclavée de la préfecture du Breka. En fait, c'est une zone semi-urbaine. Nous nous sommes dit que c'est dans le cadre du partenariat avec l'État. Nous accompagnons la politique nationale de santé en termes d'accessibilité pour ambition d'améliorer la qualité des soins, de rendre accessibles les soins aux communautés les plus reculées. Donc c'est comment amener la santé auprès des citoyens. Et c'est ça qui a motivé vraiment un des objectifs et missions de la Fondation. À la fin des travaux, l'infrastructure va ressembler à ceci. Déjà, les blocs opératoires, le laboratoire, les salles de vaccination et de consultation sont terminés. La Fondation a réussi également à mettre en place un puits amélioré. Mais pour le moment, l'hôpital ne peut pas recevoir de malades pour faute de médicaments disponibles. Nous voulions le lancer depuis 2015. Malheureusement, avec l'épidémie d'Ebola, tout le monde a eu les efforts investis dans ça. Mais le deuxième élément, c'est les médicaments. Nous avons fait beaucoup d'investissements sur fonds propres de la Fondation. Et maintenant, nous sommes à une phase où on a besoin d'un appui pour les médicaments et puis certains matériels pour pouvoir rendre fonctionnel ce centre. Vous avez vu, nous avons des équipements très sensibles, un bloc opératoire, un bloc ORL, un cabinet dentaire. Avec les fluctuations de courant, on a été obligé de les amener à Lambangui pour ne pas qu'ils soient rouillés. Les populations de Keitaya expriment une joie immense. La construction de cet hôpital va contribuer à mettre fin aux souffrances liées à l'accouchement. On veut maintenant qu'on ouvre cet hôpital. Nous souffrons beaucoup. Le transport que nous payons pour aller à Donka, on pouvait payer pour nos frais de consultation. Et puis, quand c'est trop loin, la femme en grossesse peut même perdre son enfant avant d'arriver au point d'accouchement. Le conseil d'administration de la FOSAD entend donc se réunir très bientôt en vue de prendre toutes les dispositions urgentes pour le démarrage du reste des travaux. Environnement, des engins roulants et des guides pour le respect des normes de protection de l'écosystème. C'est un geste du programme des Nations Unies pour le développement et lors de la remise de ces équipements, les deux parties ont évoqué le financement d'un autre projet portant sur l'écotourisme dans notre pays. Explication Mamadou Alpha Baldé Sadoubari. Pour améliorer les prestations du ministère de l'Environnement, 2 véhicules 4x4, un lot de guides sur les normes environnementales à respecter dans les projets miniers sont offerts au département. Ce geste du PNUD permettra au ministère de renforcer sa présence sur le terrain et accroître son dispositif quant à la prise en compte des normes environnementales dans les projets miniers. Permettra vraiment à tous les miniers de savoir quelles sont les normes que la Guinée s'est fixées. Donc je suis très satisfaite de ce travail et nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour faire la vulgarisation et faire le dispatching au niveau de toutes les sociétés minières pour qu'elles sachent que maintenant en Guinée, il y a une norme qu'il faut remplir avant d'être exploitant minier en Guinée. Avant la remise de ces équipements, la délégation du PNUD et les cadres du département ont échangé sur le renforcement de leur partenariat. De nombreux projets sont en vue, parmi lesquels le développement de l'écotourisme. La Guinée a le plus grand parc de chimpanzés en Afrique de l'Ouest et compte plus de 200 éléphants dans la forêt classée de Ziama, la plus grande du pays.
Le PNUD est un partenaire du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts depuis de nombreuses années. L'environnement, la gestion des écosystèmes, l'adaptation au changement climatique et le développement durable font vraiment partie du mandat du PNUD et nous nous tenons prêts à accompagner le ministère dans l'atteinte de ses objectifs et la résolution de défis qui sont nombreux. Pour honorer ses engagements lors de la COP21, la Guinée compte aussi sur l'appui technique et financier du PNUD. Le pays entend reboiser 10 000 hectares par an. La 38e promotion du centre de formation professionnelle de Matoto sur le marché de l'emploi. Après 3 ans de formation, ces étudiants ont reçu leur certificat d'aptitude professionnelle. La cérémonie avec Mamadou Salou Diallo, Thierno Ousmane Diallo. Ils sont 60 étudiants à recevoir leur diplôme de certificat d'aptitude professionnelle. Cette remise marque la fin de 3 ans de formation en mécanique auto, chaudronnerie et plomberie. Déjà, ces récipiendaires se projettent sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes prêts à être dans des sociétés. L'État peut nous employer aussi dans les garages du gouvernement, même dans d'autres fonctions aussi, ainsi de suite. Tout ce qui concerne quand même la technique, la mécanique, la chaudronnerie, la plomberie, sanitaire, ainsi de suite. Nous sommes prêts aujourd'hui à affronter le marché d'emploi. Au lieu de rester maintenant dans la vie comme ça sans rien faire, maintenant je me suis orientée ici maintenant pour faire une école de métier. Parce que les métiers aussi, ça ne sont pas les gens. Si tu as la compétence, là quand même tu vas avoir le mieux de ça. Depuis plusieurs années, le centre de formation professionnelle de Matoto met sur le marché de l'emploi des techniciens qualifiés. Une manière d'accompagner la politique de l'emploi jeune prônée par le gouvernement guinéen. Cette 38e promotion fait la convoitise de certaines entreprises locales. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui a besoin de la main-d'œuvre. Ces écoles sont des écoles pour lesquelles Total doit pouvoir sponsoriser. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un investissement sociétal. Sociétal, pourquoi? Nous sommes des partenaires à ces écoles-là. Et donc, de temps en temps, il faut qu'on participe, tout comme des centres de santé, tout comme des écoles, des forages à faire. Et c'est dans ce sens que notre direction a décidé de participer, parce que ici, c'est des mécaniciens. Donc, les mécaniciens, nous les recrutons, nous les utilisons. Qualifiée de scandale géologique, la Guinée a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour mettre en valeur les ressources minières. La formation professionnelle est témoin pour relever ce défi. Conakry avec son grand bazar, l'événement lancé depuis vendredi dernier se poursuit. Les 2 structures organisatrices étaient face à la presse. Objectif, mieux informer les populations sur la portée de cette activité. Compte rendu, Mamadi Gassama. Le grand bazar de Conakry. Avant d'accéder au stand, le respect des mesures d'hygiène est de mise. Après le lancement officiel vendredi dernier, les responsables des 2 structures partenaires font face à la presse. La foire a débuté malgré le contexte qui prévaut dans le pays et surtout pour montrer que la Guinée n'est plus isolée et la dynamique qu'il y a dans ce pays sur le plan commercial. L'une des particularités de cette 10e édition du Grand Bazar de Conakry est la forte participation des pays étrangers. Le ministre du Commerce attache du prix à l'événement. Au nom du gouvernement, nous avons passé un message de soutien et l'engagement du gouvernement du professeur Alpha Condé à faire la promotion du secteur privé. Et vivement encourager ces promoteurs-là dans le cadre des activités post-Ebola qui font en sorte que la Guinée recouvre sa place sur le plan international, surtout en matière d'exportation, en matière commerciale aussi. Abdoulaye Conté est à sa première participation. Malgré la faible fréquentation des populations, il nourrit l'espoir de voir un engouement dans les prochains jours. Par rapport à la clientèle, c'est un peu lent d'abord. Il y a des gens qui commencent à venir petit à petit. Donc nous espérons que ça va marcher. Le ministre Marc Yomboulon a fait un tour des stands, histoire d'apprécier la qualité des produits proposés aux clients. Mais la morosité du climat économique plane sur ces stands.
Parlons de sport dans cette édition. La capitale algérienne a abrité les 18 et 19 janvier dernier le premier forum africain Femmes et Sport. C'est une initiative de l'Association des comités olympiques d'Afrique. Cette première édition a regroupé 47 pays africains, dont la Guinée. La commission Femmes et Sport, donc du comité national olympique et sportif guinéen, a restitué les thèmes abordés lors de ce forum en présence de plusieurs sportives et dirigeantes du secteur. C'est une dépêche signée Mami Ebelamou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG.